Le désir sexuel, on croit souvent tout savoir dessus, mais notre cerveau, lui, a encore pas mal de secrets à nous révéler. Et si tout ce qu'on pensait était en fait un peu dépassé? Allez, on met de côté les vieilles idées reçues. Aujourd'hui, on plonge dans ce que la science nous dit vraiment de ce mécanisme qui est, on va le voir, incroyablement complexe. Du coup, la première question qui vient à l'esprit, c'est est-ce que le désir, c'est aussi simple qu'un interrupteur, un petit bouton on-off caché quelque part dans notre tête? C'est une idée qui est tenace, hein, mais on va voir ensemble pourquoi en réalité ça ne tient pas vraiment la route. Cette citation, elle résume parfaitement la vision qu'on avait avant. On a vraiment cherché ce fameux siège du plaisir, une sorte de roi tout-puissant du désir dans le cerveau. Mais la science depuis a complètement renversé cette monarchie. Alors voilà le programme. D'abord, on va déconstruire ce mythe du centre unique. Ensuite, on découvrira l'incroyable orchestre cérébral qui est à l'origine du désir. On va aussi décortiquer le cycle du plaisir, puis cette conversation fascinante entre le cerveau et le corps. On verra ce qui se passe quand le système se dérègle. Et pour finir, comment on peut, en quelque sorte, le réaccorder. Allez, on entre dans le vif du sujet. La première grande idée à faire tomber, c'est celle d'un centre unique du désir. Que ce soit en clinique ou en neurosciences, tout le monde est d'accord, le désir, ce n'est pas un simple réflexe qu'on allume. C'est bien, bien plus subtil. Le concept clé, ici, c'est celui de fonction intégrative. Il ne faut pas imaginer une étincelle, mais plutôt une recette de cuisine très élaborée. Pour que ça fonctionne, il faut tous les bons ingrédients. Nos souvenirs, nos émotions, nos hormones, la façon dont on perçoit notre propre corps, et tout ça doit s'assembler au bon moment pour que la magie opère. Tout est connecté. Et pour bien se représenter ce réseau, l'image d'un orchestre est parfaite. Le désir, ce n'est pas la note d'un seul instrument, c'est l'harmonie qui naît de tout un ensemble de musiciens. Alors, découvrons qui sont les membres de cet orchestre cérébral. Alors, qui sont ces musiciens? D'abord, l'hypothalamus, c'est notre lien direct avec le corps. C'est lui qui gère la partition hormonale. Ensuite, on a l'amygdale. Elle donne la couleur émotionnelle à la musique. C'est elle qui décide si la mélodie est joyeuse ou angoissante. Le striatum, lui, c'est le moteur du rythme. C'est lui qui donne l'envie, le « allez, on y va ». L'insula, elle, a l'oreille absolue. Elle écoute en permanence tout ce qui se passe dans le corps. Et enfin, on a les chefs d'orchestre, les cortex préfrontal et singulaire. Eux, ils filtrent, ils décident et ils concentrent notre attention. Chacun a son rôle, vous voyez? Et ça, c'est vraiment le point le plus important à retenir. Le désir ne se trouve dans aucune de ces zones. Il n'est pas dans le striatum ou dans l'hypothalamus. Le désir, c'est la symphonie elle-même. C'est le résultat de leur collaboration parfaitement synchronisée. Ok, maintenant qu'on connaît l'orchestre, on peut s'intéresser à la partition qu'il joue. La réponse sexuelle, en fait, elle suit un cycle assez précis, une sorte de morceau en 3 temps. Ces 3 temps, les voici. D'abord, il y a le vouloir, c'est la motivation, l'élan, l'anticipation. Puis vient le aimer, qui est le plaisir à l'état pur, la sensation agréable du moment présent. Et enfin, la satiété, c'est la phase de conclusion, le moment où le corps et l'esprit retrouvent leur calme. L'intérêt de voir les choses comme ça, c'est que ça devient très concret. Quand il y a une difficulté, elle peut venir soit d'un manque de vouloir, donc un manque d'élan au départ, soit d'un manque de aimer, c'est-à-dire une absence de plaisir pendant. Ce sont 2 problèmes bien distincts qui ne se règlent pas du tout de la même façon. On passe maintenant à une autre dimension qui est absolument essentielle, ce dialogue permanent entre le cerveau et le corps. Et attention, ce n'est pas une communication à sens unique, avec le cerveau qui commande et le corps qui exécute. Non, c'est une vraie conversation, un aller-retour constant. Dans un sens, le corps envoie sans arrêt des informations au cerveau. L'état de fatigue, le cycle hormonal, une petite douleur, tous ces signaux vont influencer la disponibilité du cerveau au désir. Et ça bien avant même qu'une pensée érotique consciente n'apparaisse. En gros, c'est le corps qui prépare le terrain. Et dans l'autre sens, c'est le cerveau qui interprète et qui donne un sens à ce que le corps ressent. Il peut prendre une sensation complètement neutre et la transformer en excitation intense juste avec l'imagination. Ou à l'inverse, en dégoût. Il régule activement toute la réponse physique. C'est une boucle qui ne s'arrête jamais. Mais alors, que se passe-t-il quand cet orchestre si finement accordé se met à jouer faux? C'est là qu'on commence à comprendre l'origine des difficultés liées au désir. Qu'est-ce qui peut venir perturber cette symphonie? Parfois, c'est l'humeur. La dépression, par exemple, peut littéralement éteindre notre capacité à ressentir du plaisir. D'autres fois, c'est l'anxiété qui met le cerveau en état d'alerte permanent et qui l'empêche de se laisser aller. Le stress chronique, lui, il nous épuise. Et il ne faut pas oublier que certains médicaments aussi peuvent jouer le rôle de la fausse note dans cette partition. Ici, un point super important de l'approche d'aujourd'hui. Un faible désir, ce n'est pas automatiquement un trouble. Pour qu'on parle de diagnostic, il faut en fait 2 conditions.
D'abord, que ça génère une vraie souffrance personnelle. Et ensuite, que ce soit analysé dans un contexte global, la relation, l'état de santé, le niveau de stress. Bon alors, comment on fait pour réaccorder tout cet orchestre? Eh bien, la solution, ce n'est pas de chercher la pièce défectueuse à réparer, mais plutôt de travailler sur l'harmonie de tout le système. Les approches sont donc variées et elles ciblent différentes parties de l'orchestre. Parfois, ça commence tout simplement par expliquer comment ça fonctionne, juste pour déculpabiliser. On peut aussi, avec des thérapies comme les TCC, travailler sur les pensées qui bloquent. On peut réapprendre à écouter son corps sans le juger, avec la pleine conscience par exemple. Et bien sûr, on peut travailler sur la dynamique du couple, parce que le désir, c'est rarement une affaire purement solitaire. L'idée fondamentale, c'est donc vraiment ça. On ne peut pas juste rajouter du désir comme on mettrait de l'essence dans une voiture. La démarche, c'est de réharmoniser un système qui est incroyablement complexe en agissant sur plusieurs plans à la fois. C'est un vrai travail d'orfèvre. Pour conclure, le désir n'a pas de trône dans notre cerveau. C'est plutôt une alliance dynamique entre le corps, l'esprit et la relation à l'autre. L'invitation des neurosciences est donc assez claire. Il faut arrêter de chercher un simple interrupteur. Il faut plutôt apprendre à écouter et à lire la partition de son propre orchestre intérieur. Après tout, qui est le mieux placé pour en devenir le chef d'orchestre ?